Donc voilà, là je suis en train de démarrer, d'enregistrer. Donc je demandais si vous aviez regardé, vous m'avez dit oui, vous avez regardé. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer, on va s'échanger pendant 15-20 minutes à peu près de ce que vous avez retenu dans vos recherches, ce que vous avez pu ressortir comme information. On va les mettre ensemble, on va essayer de les compiler pour faire une synthèse à la fin. Ça vous va? Oui. Oui. Alors, donc, quand on parle de Djibouti, qui est-il pour vous? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Djibouti? Alors, qui est-ce qui veut commencer? Moi, je viens. Charis veut bien. Vas-y, je te donne 1 minute pour nous Euh, dire. Djibouti est le premier savant et scientifique connu de l'histoire. Euh, Selon les penseurs grecs, il est le père de la science et le plus grand savant universel. C'est ce que j'ai retenu. D'accord. Alors, le premier savant, j'ai entendu, est selon les Grecs, un savant universel. Alors, je note, comme ça, je vais faire une synthèse après. Et avec le temps, on va travailler ensemble pour que vous aussi, vous preniez des notes. Peut-être quelqu'un peut faire le compte-rendu de ce qu'on aura vu. Comme ça vous permet d'apprendre et de mémoriser en même temps ce qu'on dit. Donc, Charis nous dit, premier savant, savant universel selon les Grecs. Alors, qui d'autre a vu quelque chose sur Djibouti? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Jaden avait dit oui tout à l'heure, donc tu veux Moi, pas, j'ai tu vu, veux pas. moi, j'ai vu qu'il a vécu à la période du Nouvel Empire, pendant la 18e dynastie. Donc, période du Nouvel Empire, Oui, pendant la 18e dynastie. 18e dynastie, et ça représente quoi en année? C'est moins combien? Moins 1479 à moins 1425. Ok, moins 1479 à moins 1425, 1425, c'est ça? oui. Ok, donc il a vécu là. Premier savant, savant universel, il a vécu, on va dire, vers moins 1500, à peu près. Ok? Alors, qui d'autre? Euh, Moi, c'est un peu la même chose de ce qu'on a déjà dit. Ok, c'est vrai, oui. C'était, pour moi, j'ai appris que, enfin, c'était un groupe de savants scientifiques. Oui, groupe de savants. Et à chaque fois, à la fin, ils signaient Djibouti à la fin de leurs travaux. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, pour toi, Djibouti, ce serait un groupe de personnes. Un groupe de personnes, un C'est groupe ce de qu'on m'a, savants. Je me c'est ce que reprends. j'ai trouvé. Voilà, c'est vraiment plus précis. Un groupe de savants scientifiques qui signaient à chaque fois Djibouti. C'est ça? C'est ce que j'ai trouvé, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, tu l'as trouvé où ça? C'est mon papa qui m'a donné des L'information. informations et voilà. D'accord, c'est ton papa qui t'a donné l'information. Alors, ce serait intéressant. Après, c'est vrai que dans notre méthodologie,
Nous, on ne parle pas pour. Quand on parle, c'est qu'on doit citer nos sources. On doit dire où est-ce qu'on a trouvé ça, et pour qu'on puisse y retourner, ou en tout cas, celui qui veut approfondir ça, il puisse aller chercher l'information. Donc, tu demanderas à ton papa de nous donner après la Oui, source. D'accord? d'accord. La source. Oui, Comme ça, on va pouvoir compléter. Ça, c'est très d'accord. intéressant. Très intéressant. Alors, qui d'autre? Bon, ok. Donc, on a Djéouti qui est un savant, selon Charis, qui est considéré comme le plus grand des savants. Jaden nous dit qu'il a vécu il y a très longtemps, il y a moins 1500 avant notre ère, et va compléter en disant, bon, finalement, elle a une information que moi je trouve très intéressante là, qui nous dit que Djibouti, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne, c'est pas une seule personne, c'est vraiment un groupe de savants qui signaient leurs travaux, en tout cas leurs recherches, leurs inventions, sous le même nom qui s'appelle Djibouti. Bon, c'est très bien. Moi, je vous ai préparé un petit document dans lequel j'ai suis allé chercher plusieurs sources également. Alors, vous savez, les sources, il y en a différentes sortes, hein. On peut les trouver sur Internet, il y a des livres, il y a aussi des vidéos ou des gens qui ont déjà travaillé sur le sujet, etc. Donc, moi, j'ai pris 2 ou 3 références comme ça que je voulais partager avec vous tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais que on s'appuie sur notre manuel avec lequel on travaille, notamment le manuel de Doji Maui Nito Djeuti Olu. D'ailleurs, il s'est prénommé Djeuti aussi. Et j'en avais parlé la dernière fois. Est-ce que dans ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un a le livre, le manuel? Moi, je l'ai. Moi, je... Donc, le manuel des grands savants. Alors, à la partie Djeuti, qui est-ce qui veut bien lire ce que Doji Mawinito Djeuti Olu a écrit? Pour ceux qui ont le livre, hein, qu'est-ce qu'il veut lire? Jaden? Oui, je suis en train de chercher. Ah, tu ne l'as pas avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il a avec lui directement? Moi, je l'ai. Ah ben, Charis ou bien? D'accord. Vas-y, Charis. Djibouti, l'Africain Djibouti, moins 5000, est le premier savant et scientifique connu de l'histoire de l'aveu même des Grecs. Selon le penseur grec, il est le père de la science et le plus grand savant naturel. Platon, dans les Phèdres, le proclame source et détenteur de tous les savoirs et même de l'écriture. L'inventeur du dé, voici ce qu'il écrit. C'est lui qui est le premier inventa la science des nombres, le calcul, la géographie, l'astronomie, le tric-trac, les dés et enfin l'écriture. Divinisé, il est appelé Thoth ou Hermès pour les Grecs. Très bien. Donc, c'est le texte qu'a écrit Doji dans son manuel qui nous sert de référence pour nos cours ici. Mais on va élargir un peu ça parce qu'en recherchant un peu, on voit que c'est une synthèse un peu ce qu'on vient de dire, hein. Qui a vécu il y a moins 5000, quand lui met moins 5000,
c'est par rapport à aujourd'hui. Jaden a dit tout à l'heure que c'est autour de moins 500 de l'ancienne ère au moment de la 18e dynastie. Donc, ça colle à peu près, on va dire. Hein? Donc, si on remonte dans le temps à partir de maintenant, Djibouti aurait pu vivre il y a moins 5000 ans. Hein? C'est ce que ça veut dire. Effectivement, on voit qu'il y a un bruit, et je crois qu'il y a un bruit. Il y a un bruit d'assiette ou... Ah bah ça va, ok. Donc je disais que au niveau de la période à laquelle Djibouti a vécu, ça colle à peu près. Donc on voit bien que c'était il y a moins 5000 ans à peu près. Et il dit que c'est un savant et scientifique, le tout premier qui a été connu de l'histoire. Donc ça reprend un peu ce que vous aviez dit. Donc c'est très bien. Moi je vais vous partager. Alors il y a une petite question peut-être que je voudrais, à partir de ce petit texte qu'on vient de lire, vous demander, c'est par rapport à ce que Eva a dit tout à l'heure, par exemple, en disant que c'est un groupe de scientifiques, de savants scientifiques. Euh, qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit en fait dans le texte quand on dit que c'est lui qui le premier inventant la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tric-trac, les dés et enfin l'écriture. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un savant qui aurait inventé tout ça. Et parallèlement, il y a Eva qui nous dit que, eh ben, d'après les recherches, d'après ce que son papa lui dit, eh ben, c'est un groupe de savants. Donc, cette information, qu'est-ce que ça vous inspire? Que peut-être que Djibouti, c'était bel et bien une personne qui était un savant et qu'il avait des élèves et ses élèves, quand ils faisaient des travaux scientifiques, ils le signaient à son nom, peut-être. Moi, je pense que c'est ça. Ok. Alors, c'est Eva qui a parlé tout à l'heure ou Naëli? Ah, j'ai pas entendu. Donc, j'ai entendu que Djibouti serait, d'après l'interprétation de Naëli, hein, si je ne me trompe pas, un savant qui avait des collaborateurs, on va dire, et qui, à chaque fois qu'il y avait une découverte, il signait au nom de Djibouti. Alors, pourquoi pas? Quelqu'un d'autre a une autre interprétation? Ou Donc, on va alors, regarder ça. Pardon? oui, Vas-y, je disais peut-être que Djibouti, via ses recherches, il a inventé, par exemple, je sais pas, la science avec les nombres et que peut-être il y a d'autres savants qui étaient fascinés par ces travaux et qui ont continué à faire la recherche et qui ont inventé peut-être par la suite la géométrie, l'astronomie et qui ont donné ces inventions au nom de Djibouti, peut-être. d'accord, ok. Bon, en tout cas, là, on rentre dans les spéculations et on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ce qui nous est dit est reconnu par tous, et on va faire la synthèse autour de ça, c'est que c'était le premier des savants, déjà. Il y a une notion d'antériorité, vous voyez? Il y a une notion de le premier savant connu de l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu sur la terre d'Afrique. Donc, on peut en conclure déjà que le premier savant attesté dans l'histoire vient d'Afrique. Et que ce premier savant, de l'aveu même des Grecs, c'est un savant universel. Donc, il veut dire universel, ça veut dire que il
représente en fait la connaissance universelle, donc reconnue par les Grecs eux-mêmes. Vous voyez? Et moi, j'ai d'autres sources qui synthétisent à peu près la même chose, puisqu'en fait, vous allez voir que dans les documents, souvent, les interprétations viennent des sources qu'on a pu trouver soit dans les tombeaux des anciens pharaons de l'Égypte antique, soit des écrits des Grecs qui, eux, sont allés étudier en Afrique, en Égypte antique. Et donc, ces sources-là, lorsque c'est gravé dans la pierre, c'est des sources authentiques. Lorsque c'est écrit sur des papyrus, c'est des sources que l'on peut dater également. Et les Grecs qui sont allés étudier là-bas ont rapporté aussi des connaissances qu'ils ont eux-mêmes considérées comme étant des connaissances venant également d'Afrique. Alors, Charis disait premier savant universel, selon l'aveu des Grecs. Alors, quel Grec aurait parlé de Djéouti? Est-ce que tu le sais? Tu as entendu, Charis, la question? Oui, mais non, en fait, ça se dit pas, ils disent pas dans le livre et j'ai pris tout D'accord. dans le livre. Tu as, tu as- tu as pris tout un livre Quoi? dans Non, lequel... non, c'est pas ça. J'ai dit, Oui, ils disent pas dans le livre quel grec a dit que Djibouti était le premier savant et tout ça. oui, Et que moi, j'ai pas vraiment cherché, j'ai trouvé dans le livre justement en fait. Je tiens ça du livre. d'accord. Moi, j'ai vu Platon. Toi, tu as Platon. Platon qui en Oui, a parlé, c'est ça? oui. Ok. Platon en a parlé. Alors, je peux vous dire, parce que j'ai le, le livre de Niuseré Kalala Umutunde, Cosmogénèse Kamit, tome 3. Moi, je l'ai, dans lequel il a également parlé de Djéouti. Puisque dans le livre, dans le manuel de Doji, il fait également référence à l'Institut Anidjar, puisque c'est chez Omotunde qu'il a trouvé l'information aussi, où il dit que Djéouti est l'inventeur du dé. Bon, une des inventions parmi toutes. Hein. Et donc, Kanala Omotunde parle de Djéouti dans Cosmogénèse tome 3, Cosmogénèse Kamit tome 3, où il dit effectivement que Socrate a parlé de Djéouti, Diodore de Sicile a parlé de Djéouti. Donc on ne va pas le lire parce que ce serait trop long, mais il y a une chose importante par rapport à Djéouti dont il parle dans le livre qu'on n'a pas soulevé ici, c'est comment on représente Djéouti. Donc je vous pose la question. On a vu que Djéouti est un savant ou un groupe de savants universel qui a inventé énormément de choses, notamment l'écriture, l'astronomie, les calculs, les sciences, les mathématiques, la musique, les activités sportives, etc. Enfin, il a tout inventé, quoi. Et donc, comment les Égyptiens anciens représentaient Djéouti? Est-ce que quelqu'un sait? La question est ouverte. Est-ce que quelqu'un sait comment les Égyptiens anciens représentaient Djéouti? Sous la forme d'un homme, d'un humain. Oui, mais alors, Du précise type. un petit peu plus, s'il te plaît. Moi, j'avais vu sur la forme d'un dieu. Alors, sous la forme d'un dieu, alors, comment il est représenté, en fait?
ce dieu-là, quelle était sa forme? Euh, euh, bah, en fait, on sait juste que c'est un dieu des calculs et des mathématiques, de la Oui, science. oui. Mais vous savez pas sous quelle forme il était représenté. Non, mais si vous savez pas, vous dites on ne sait pas et puis on va en parler. Je vous fais interagir justement pour que vous sortiez de vous-même les informations que vous avez. Sinon, je vais partager mon écran et puis on va aller sur Internet, puisqu'on va aller chercher sur Internet l'information. Alors, je vais partager mon écran. Il Ah, est représenté, je viens de voir, il est aussi représenté sous la forme de Thoth. C'est un dieu avec un visage d'oiseau. alors, on a un oiseau, ok, donc un dieu sous la forme d'un oiseau. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus l'oiseau en question? Euh, un oiseau avec un casque de pharaon et une tête bleue, une tête verte avec un bec bleu. Après, ça Alors, dépend des coups avec un casque de pharaon. C'est plus ce que j'ai retenu. en fait, une tête avec des yeux bleus. Mais alors, la tête, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est que tu nous dises la tête à quel oiseau ils font référence là. Quel oiseau? À quel oiseau cette tête-là ressemble? Ah, j'ai des problèmes de. J'arrive pas à partager mon écran. Vous ne voyez pas mon écran, hein? Non. Non, vous ne voyez pas mon écran. Mince, mince, mince. Euh, Donc, vas-y, Jaden. La tête en question, ça m'intéresse. Oui, il est représenté comme un ibis. Un ibis. OK. Tête d'oiseau, tête d'ibis. Super. Mhm. C'est exactement ça. Donc, il est représenté sous sa forme, on va dire, selon Kalala Omotude, il est représenté sous sa forme cosmique, comme un oiseau, donc comme l'oiseau ibis, à long bec. Donc, symbolisant la précision redoutable qui est la sienne. Alors, vous savez pourquoi Kalala Omotude dit la précision de l'ibis? Vous savez comment l'ibis, il chasse? Non. Comment il chasse? Donc, avec son long bec, il va pouvoir harponner un poisson dans l'eau. Donc, il a une précision, on va dire, très Chirurgical. poussée. Mhm. Voilà, chirurgicale, c'est bien, c'est ça. Donc, sous sa forme cosmique, Djéouti était représenté par les anciens Égyptiens comme un ibis à tête d'oiseau. Mais il y a d'autres informations qui sont intéressantes par rapport à l'ibis. C'est que j'ai lu aussi que l'ibis pouvait déterminer, rien que par son bec, il pouvait savoir si une eau était polluée ou pas. Vous voyez? Donc, c'était un oiseau très important euh, et qui vit encore aujourd'hui dans, dans le bassin du Congo, en Afrique là-bas. Donc, on voit que sous une forme, Djéouti était représenté sous la forme de l'oiseau ibis. Alors, il y a une deuxième forme sous laquelle il est représenté. Ce serait, ce serait quoi? Vous l'avez trouvé? Un babouin. Un babouin amadria. Un babouin. Voilà. Donc, un babouin, c'est-à-dire un singe, Oui, mais pas n'importe lequel. Un babouin. OK? oui. Donc, en fait, l'ibis et le babouin sont les deux formes animales sous, sous lesquelles Djéouti était représenté pour pouvoir communiquer auprès
de la population. Donc, c'est des symboles par lesquels les Égyptiens anciens représentaient Djéouti. Donc, ça, c'est très important aussi pour vous de retenir déjà ça, puisque dans les iconographies que vous allez voir, lorsque vous verrez un babouin représenté, sculpté, ça voudrait dire que ça fait référence à Djéouti. D'accord? Et dans les iconographies également, lorsque vous allez voir un oiseau à tête d'ibis ou un humain, comme disait Jaïden tout à l'heure, avec une tête qui représente l'ibis, on va savoir tout de suite que c'est Djéouti. Et là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'approfondir, mais vous verrez que toutes ces iconographies se trouvent dans les tombeaux et sculptées dans les tombeaux. Si vous poussez un peu votre recherche, vous allez voir que ces iconographies se retrouvent dans les tombeaux. Et Djéouti est représenté sous la forme d'un dieu, d'un humain en fait, avec cette tête-là. C'est ce que vous allez voir dans les iconographies. D'abord, je vous ai fait une synthèse que je vous partagerai à la fin de notre rencontre. Et pour vous, je vais vous les laisser comme ça, vous pourrez lire par la suite. Donc, on a Djéouti dans sa forme, dans ses représentations. On a Djéouti qui il était et ce qu'il a pu inventer. Et on a Djéouti aussi dont les Grecs ont beaucoup parlé. Alors, il y a les Grecs. Tout à l'heure, Jaden disait qu'il parlait de Thoth. En fait, Thoth, c'est l'équivalent de Djéouti. En fait, Thoth, c'est la façon dont les Grecs se sont appropriés Djéouti. Donc, eux, ils l'ont traduit, ils l'ont transformé en Thoth. En citant bien leurs sources, en disant vraiment que c'est un dieu qui vient d'Afrique. Vous verrez plus tard que lorsque les Européens parlent de la connaissance, parlent des sciences, etc., ils s'arrêtent toujours à la Grèce, sans jamais citer que les Grecs sont allés étudier en Afrique. Mais nous, comme on est dans une logique de réappropriation de nos savoirs, de nos connaissances, eh bien nous, on va un peu plus loin, comme le disait la dernière fois, je crois que c'est Charis qui disait qu'elle voulait aller à la source des choses. Non, Naïli. C'est Naïli qui disait qu'elle voulait dépasser la connaissance liée au grec pour aller à la source des choses. Eh bien, nous, on va vraiment vers l'Afrique. On va vers ce que nos anciens ont fait. Et Djéouti, ce qui apparaît là, c'est que c'est un corpus quelque part. Enfin, tout ce qui est lié à la connaissance, tout ce qui est lié au savoir, avec un grand S, j'allais dire. Tout ce qui est lié au savoir, donc science, écriture, mathématiques, astronomie, même la culture, etc., se réfère à Djéouti. Ça va? Oui. Alors, les Grecs disaient même que c'est Djéouti qui leur a appris ce qu'on appelle l'herméneutique, la façon de raisonner et de réfléchir et de philosopher. Et donc, c'est pour ça qu'ils appellent aussi Djéouti Hermès Trismégiste. C'est-à-dire Hermès Trismégiste. Ça vient de 3. Donc, Hermès 3 fois grand. Donc, Djéouti a traversé les âges également. Donc, on voit bien qu'il vient d'Afrique. Chez les Grecs, il s'appelait Thoth ou Hermès Trismégiste. Et lorsqu'on vient un petit peu plus vers nos ères à nous, vers l'ère actuelle, les Romains aussi l'ont récupéré
et lui ont donné un nom. Quel est le nom que les Romains ont donné à Djéouti? Est-ce que vous le savez? Non. Non, vous ne savez pas. Bon, donc les Romains aussi ont récupéré le concept de Djéouti et eux, ils l'ont associé au dieu Mercure. D'accord? Ils l'ont associé au dieu Mercure. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'explication sur Djéouti. Jaden, tu veux dire quelque chose? Non, 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 Ça va? oui, ça va, ça va. Ok. Donc en résumé, qu'est-ce qui veut me résumer en 1 minute ce qu'on vient de se dire en 30 minutes là? Qu'est-ce qui peut me faire ça? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. Alors, on a pu voir que Djéouti, c'est le premier savant africain et scientifique connu dans l'histoire. Il a été avoué de par les aveux des Grecs. Donc, en moins 5000, il est à la création des sciences comme les nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tric-trac, etc. Et il est aussi représenté sous la forme de la divinité Thoth, c'est-à-dire avec un visage d'oiseau libis ou alors avec un visage de babouin. Et il est nommé par les Grecs sous le nom de Thoth ou Hermès et sous le nom de Mercure par les Romains. Très belle synthèse. Très, très belle synthèse. Il y a juste une toute petite précision. Quand tu as parlé de la divinité Thoth et tu parlais de la représentation de Djéouti Mhm. en forme d'oiseau ou de babouin, en fait, il faut faire très attention parce que quand tu parles de Thoth et de l'ibis et du babouin, on pourrait penser que c'est à cette époque-là, sous Thoth, que Djéouti a été représenté sous ces deux iconographies. Or, non, les Égyptiens, lorsque ils voulaient représenter Djéouti, l'ont bien représenté à la 18e dynastie, comme tu as dit. Ce n'est qu'après que les Grecs ont eu connaissance de Djéouti. Et eux, ils l'ont transmué, ils l'ont transformé en Thoth. C'est juste la petite précision que je voulais faire parce que ça pourrait prêter à confusion. D'accord? D'accord. Bon, mais c'est très bien. Donc, on vient de finir avec Djéouti. Alors, moi, je voulais vous partager quand même et il faudrait que je règle mon problème de partage là parce que ça m'embête. On va peut-être essayer un petit truc. Peut-être que ça va me déconnecter, je sais pas. Je vais essayer, mais j'ai envie de vous partager mon écran et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Vous me voyez toujours, vous ne me voyez pas déjà. Euh, Lorsque je mets ma caméra, j'ai mis ma caméra, mais je suis figé. Je remets ma caméra pour voir. Vous ne voyez toujours rien. Non. Ah, si, c'est revenu peut-être. Là, Là, c'est revenu, non? oui, là, c'est bon. Là, c'est revenu. Donc, je vais en profiter pour partager mon écran pour voir si ça va partager. Eh ben non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, la prochaine fois, je vais travailler dans le salon pour avoir la possibilité de partager. Bon, écoutez, je n'arrive pas à partager mon écran, ce qui est très embêtant. Mais en tout cas, je vous ai préparé un petit diaporama que je vais vous donner à la fin
à la fin de notre rencontre. Eh bien, c'est très bien ça. Donc, au moins, là, on y reviendra certainement parce que dans nos échanges, dans nos discussions, on reviendra certainement sur Djibouti. Mais déjà, lorsque quelqu'un va vous parler de Djibouti ou quelqu'un va vous parler des sciences, des savoirs en général, vous pourrez argumenter. Hein, vous pourrez argumenter en disant que tout ça, ça vient d'Afrique. Et moi, je suis assez favorable au fait que Djibouti serait un groupe de personnes, ou en tout cas un groupe de savants. Parce que, fondamentalement, j'arrive pas encore à me le représenter, mais un seul savant qui aurait toute cette connaissance que l'on cite, hein, on le cite bien, il est aussi bon dans les nombres que la géométrie, que l'astronomie, que la culture. En fait, on lui prête tout. Donc, ça veut dire qu'il est à, à l'idée de Dieu, entre guillemets. Et il faut savoir une chose, lorsque les textes anciens parlent de Dieu, en fait, c'est nos ancêtres. Dieu avec petit d. Hein. Il parle de nos ancêtres. Et donc, je suis assez favorable à ce que le papa d'Eva a dit sur Djibouti, en disant que c'était un groupe de savants. Alors, je sais que j'ai lu ça aussi, mais je ne sais plus dans quel livre. Et c'est pour ça que ce serait intéressant qu'on retrouve le nom de ce livre-là. Je ne sais pas si c'est Majatis Sotirias plutôt, je crois, ou alors Olivier Beauregard. C'est l'un de ces deux livres-là que se trouve l'information. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse avoir cette information-là pour le rajouter à notre support. Ok, bon, donc c'est parfait pour GOT. Ah, je suis encore figé, c'est pas possible. Vous m'entendez au moins? Oui, et là, ça me... Ça bug ou pas? Non, ça bug pas. Ça bug Non. pas, vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, c'est bien. Mais je suis encore figé. Alors, GOT, en fait, derrière... Vous n'êtes pas figé? Pardon? Vous n'êtes pas figé? Ah, je ne suis pas figé? Non. Ah, parce que moi, je me vois figé. C'est ça qui est bizarre. Moi, je me vois figé. On... Ah, j'ai été déconnecté. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je suis revenu. Donc, je disais quoi avant de m'éjecter? Donc, je disais que partager votre écran. Je vais réessayer de partager mon écran pour voir. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Ah, mais merveilleux! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc là, vous voyez mon écran, c'est ça? Oui. Vous voyez mon écran et vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Donc, en résumé de ce qu'on s'est dit ce matin, c'est ce que je vous avais préparé. Et vous voyez, ce que vous m'avez dit et ce que j'ai recherché, c'est complètement raccord. C'est complémentaire. Oui. Alors, quand on parle de GOT, vous voyez, moi j'ai mis savant entre. Alors, c'est un savant ou plusieurs savants. J'ai mis S entre parenthèses. Donc, est-ce que c'est un savant universel ou c'est des savants? Donc, on s'est posé la question tout à l'heure. Et vous y avez répondu. Donc, vous avez répondu
Eva a dit que ce serait un groupe de savants. Naëli a dit, et Jaden ont dit, ce serait un savant avec d'autres savants, hein, et qui signaient sous un même nom. Donc, la notion de savant, un savant, plusieurs savants, là, elle est un peu raccord, vous voyez. Et aussi, il y a le côté universel. C'est plusieurs savants. On dit souvent qu'il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une. Là, aujourd'hui, par exemple, on confronte notre façon de voir les choses avec les informations des uns des autres. On les met en commun et il en ressort quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on on, on arrive à dégager une synthèse un peu commune. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure se retrouve à peu près sur ce schéma-là. On a parlé de Thoth ou Hermès par les Grecs, on a parlé de Mercure par les Romains. Et Djéouti, c'est est-ce que c'est un savant ou plusieurs savants? Alors, Jaden a dit, il était dans la période de la 18e dynastie, entre moins 1479 et moins 1425. Donc, si on se projette à maintenant, si on remonte dans le temps, on est autour de moins 5000. On est d'accord. On a parlé de la représentation de Djéouti. Donc, Djéouti en Égypte antique, selon Omotunde, était représenté sous sa forme cosmique par l'oiseau ibis, d'accord, et sous sa forme tellurique par un babouin. Alors, la forme tellurique, est-ce que vous savez ce que c'est? Tellurique, le terme tellurique. Non. Non? Par rapport à la Terre, si sa représentation sur une Terre. Voilà. Vous voyez l'opposition entre le cosmique et la Terre. Vous voyez? Donc, vous allez progressivement rentrer dans la pensée de nos anciens. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient, ils avaient aussi une vision, je dirais, 360 degrés, quoi, quelque part. Ils voyaient l'univers, ils voyaient le cosmos, ils voyaient la Terre. Et donc, tout ce qu'ils faisaient, c'était forcément dans un ensemble, système. Ils réfléchissaient toujours système. Et on voit bien là qu'ils avaient une façon de voir par rapport au cosmos et une façon de voir par rapport à la Terre. Très bien. Et c'est les deux représentations que il se faisait de Djéouti. Et là, je vous ai mis quelques textes, notamment issus de Cosmogénèse, tome 3, de Kalala Omotunde. Qu'est-ce qu'il veut lire rapidement? Quelqu'un qui n'a pas encore lu. Moi, je veux bien. Vas-y. En tant que scribe sacré de l'Énéade, assemblée des Netchérou, Djéouti est perçu comme le saint patron des scribes, le premier messager d'Antoun, Dieu, mais aussi le grand maître de tous les savoirs, sciences, écriture, mathématiques, astronomie, musique, activités sportives, etc. Car c'est lui qui les a révélés aux hommes, conformément au désir d'Amon-Ra. Très bien. Donc, vous voyez, Kalala Omotunde ne dit pas autre chose par rapport à ce qu'on s'était dit, par rapport à Djéouti. Vous voyez, on retrouve tous les éléments dont on a parlé. Donc, c'est Djéouti qui a révélé aux hommes tous les savoirs. Et il poursuit en disant que le professeur Théophile Obenga préfère, lui, insister sur les divers rapports de Djéouti, à savoir, en tant que dieu lunaire à forme d'ibis, il régnait sur tout
ce qui comportait une opération intellectuelle. Donc, Djibouti régnait sur tout ce qui comportait une opération intellectuelle. Donc, ça, sous la plume de Théophile Obenga, c'est un résumé très intéressant. Vous voyez que tout ce qui peut sortir de notre tête, Djibouti régnait dessus. C'est-à-dire que la pensée humaine, à l'époque, à l'ancienne époque, à l'époque des anciens pharaons, la pensée humaine était représentée par Djibouti. Donc ça renforce encore ce que Eva disait tout à l'heure, que en fait, Djibouti, c'est le patron, en fait. C'est le patron des grands savants qui ont tout découvert. L'écriture, même jusqu'à la parole, le verbe, tout ce qui est les lois. Donc voilà, Djibouti, en fait, c'est le savant universel. Et après, on voit que les autres, les Grecs, les Romains, l'ont récupéré, en tout cas assimilé, c'est bien marqué ici, il fut assimilé par les Grecs. C'est-à-dire que les Grecs ont été étudiés en Égypte antique et ils ont appris et ils ont assimilé alors à leur façon. Donc ils ont, entre guillemets, grécisé le nom de Djibouti, ils l'ont appelé Thoth et ils l'ont appelé Hermès 3 fois grand. Et plus tard, la transmission s'est poursuivie chez les Romains qui eux l'ont appelé Mercure. Vous voyez? Alors je vous ai également trouvé une autre source qui dit exactement la même chose, qui est une source sur Internet lorsque vous la prenez, source Mythologica, effectivement, qui reprend exactement ce que on s'est dit ce matin. Et moi, j'en avais fait une synthèse. J'ai fait une synthèse à ma façon, qui reprend un peu, parce que je me souvenais que j'avais lu ça, qui reprend un peu ce que Ève disait tout à l'heure. Donc moi, j'avais écrit en conclusion, dans l'Égypte pharaonique, Djibouti est la signature sous laquelle les savants de la classe sacerdotale signaient leurs découvertes scientifiques durant des millénaires. Donc, il me manque juste la source de cette information que j'ai retenue et dont nous a parlé Ève tout à l'heure. Et vous voyez le petit babouin qui est en bas à droite. Oui. Ce petit babouin-là, je l'ai photographié dans un musée, dans le musée du Louvre-Lens, en février, et justement, il représentait Djibouti. Et donc, je l'ai un peu utilisé comme mascotte pour cette présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire aussi que c'est important, lorsque vous avez le temps, les jeunes, d'aller dans les musées. C'est gratuit pour vous en plus, lorsque vous êtes en France en tout cas. C'est gratuit pour vous jusqu'à l'âge de, je sais plus, 18 ans, 21 ans, je sais plus. Même quand vous êtes étudiant, c'est gratuit. Donc, pensez à aller dans les musées. Si vous allez au musée du Louvre, par exemple, tous ceux qui sont en région parisienne, il y a vraiment tout un pan sur l'Égypte antique, avec, par exemple, le scribe accroupi, avec tout ce qui représente la culture et les connaissances que les Européens ont récupérées d'Afrique et qu'ils exposent dans les musées. Et donc vous verrez que en vous intéressant un peu plus à ça, en allant chercher les sources, en confrontant les informations celles-là, vous allez vous construire petit à petit une culture
qui va vous amener à penser un peu comme nos anciens et qui va vous enrichir énormément. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis content qu'on ait passé un peu plus de temps pour finaliser ça. Et puis, on va revenir à... Je vais réduire ça. Donc voilà, on va revenir à... on n'aura pas le temps d'aborder Imhotep aujourd'hui. Bon, ou alors on commence, on l'introduit et puis on enchaînera la prochaine fois là-dessus. On va introduire Imhotep et puis on enchaînera la prochaine fois là-dessus parce qu'il nous reste 10 minutes à peu près. Enfin, même pas, il nous reste 5 minutes. Ou alors, oui, on va conclure. On va peut-être conclure et puis continuer sur Imhotep la prochaine fois. Donc là, je vais juste recueillir auprès de vous la façon dont vous avez vécu cet échange de ce matin. Dites-moi. Moi, personnellement, je l'ai très bien vécu. C'est une bonne prise d'information, très bon échange. C'est parfait, hein. Ok, merci. Beauté. Non, beauté, c'est bonjour. Comment on dit merci déjà? Moi, je dirais Akpé. Jaiden a dit que c'était bien. Qui d'autre veut parler? C'était intéressant. Bon, je suis arrivée un peu en retard, mais C'est Maëva. franchement, oui, c'est Maëva. Oui. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors, qui d'autre? Alors, Maëva, tu étais là la dernière fois, oui, je crois, hein. Maëva, non? Euh, Maëva? Non, j'ai reçu le lien après. Ah oui, Maëva, voilà. Maëva n'était pas là. Eh bien, écoute, Maëva, puisque tu as la parole, présente-toi en 30 secondes pour les autres. Bah, moi, je m'appelle Maëva Maganga, j'ai 21 ans. J'aimerais faire des études dans l'informatique. Ok. Et c'est ma tante, du coup, qui m'a introduit au cours parce que mon petit frère, il avait déjà commencé. Ça Ton fait petit frère quelques mois déjà. Oui. qui est dans ce groupe? Non, il n'est pas dans ce groupe. Non, il est Ok. avec Saouré. Ah, ça aurait. Ok. Oui. Bon, ça marche. Voilà, Bien. c'est plus jeune. Alors, ici, dans notre groupe, moi, donc j'ai Naïli, Angela, Bénédicte, Mohamed, qui n'est pas là, Charis, Elias, Maëva. Ah ben oui, c'est toi, mais tu n'étais pas là. OK. Eva et Jaiden. On est normalement 8. Vous êtes 8 jeunes. Donc voilà, mais c'est très bien. On va progresser tous ensemble. Qui d'autre veut conclure? Charis? Bah, moi, je me suis rapprochée de mon but, du coup, bah, d'en apprendre un peu plus sur la mythologie, puisque bah, Djibouti, c'est une divinité un peu. Et bah, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Merci. Ben, c'est très bien. Alors, tu pourrais, je ne sais pas, est-ce que tu as de la documentation? Parce qu'en fait, là, vous comprendrez bien qu'on a juste survolé Djibouti, hein. On va dire que on a juste survolé pour vous donner un peu une représentation de qui il est, ce qu'il était, mais c'est plus profond que ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui s'y intéressent, il faut aller chercher vraiment beaucoup plus loin. D'accord? Eva, tu veux dire un mot? Euh,
J'ai trouvé que c'était bien expliqué. Donc il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas et voilà, Très bien. j'ai bien Merci. appris. Akmi, alors, je crois il manque qui? Naïmi n'a pas parlé. Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Bah, moi, j'ai kiffé. J'ai pu, du coup, apprendre un peu plus de ce que je voulais savoir sur ce qu'on a pu inventer. Et voilà, c'était un très bel échange. Voilà, donc j'ai bien aimé. Ben, merci à tous. Je vais partager le support que j'ai fait là dans le groupe. Comme ça, vous l'aurez en résumé. Et ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui pourraient le voir également. Donc, pour la prochaine fois, on va travailler sur Imhotep. C'est un gros morceau aussi, Imhotep, parce il a inventé vraiment quelque chose de formidable. Donc, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Profitez bien de votre journée. Il y a le soleil, je pense. Il y a le soleil pour ceux qui sont en France, en tout cas, il y a le soleil partout. Et puis, je compte sur vous pour faire les recherches sur Imhotep pour qu'on puisse les uns et les autres s'enrichir la semaine prochaine, dimanche à 11 heures. C'est bon? Mais Oui. Ah, il y avait une question? Il y a une question? Non? Non. Mm-mm. Bon. Jaden? Non, c'est une question. C'est parfait. Ben, beauté à tous. Beauté. Bon, Alors, comment on dit au revoir dans vos langues pour ceux qui connaissent un peu leur langue d'origine? Comment on dit? Dites-moi. Maëva? Moi, je connais que bonjour. Tu connais quoi? Bonjour, c'est quoi? Je crois que c'est Mbolo. Mbolo, ok. Mbolo, euh, c'est quel. Mbolo, c'est où? C'est France, je crois. C'est où? Au Gabon. Gabon. Mbolo, alors Mbolo, c'est l'équivalent de bonjour, c'est ça? Oui, il me semble que c'est bonjour. Bonjour, ok. Et au revoir, on va dire bon. Bonjour, au revoir, Mbolo. Qui d'autre? Nani? on peut dire douane et tiers aussi. Ah, c'est quoi ça? Attends, j'ai pas entendu. On dit? On peut dire Balasima aussi. Balasima. Balamsima. Balansima. Et c'est où ça? En Lingala. En Lingala. Ça veut dire À la prochaine. Ok. Oui. Balasima, à la prochaine. Ok. Alors, ça, c'est du côté du Congo. Mm. Eva? Non, moi je sais pas comment on dit au revoir. Eh ben voilà, ça sera ton devoir pour la prochaine fois. Tu demandes à tes parents, à la famille, d'accord? Ok. Jaiden? Moi, c'est pareil, c'est Balassine du côté du Congo. Balasima aussi. Alors, qui d'autre, je vois pas? Qui n'a pas dit? Maëva, peut-être? Non, elle est plus. Si? Faudrait que je demande à mon père. D'accord. Alors, ce serait de quel secteur? Enfin, de quelle région? En Afrique? À Kemet? Lui, il vient pas de Libreville, il vient de... Bah, c'est Congo aussi, bassin du Congo alors. Non, au Gabon. Gabon. Ok, c'est plutôt du Gabon. Bah, tu demanderas. Oui.
Alors, moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest et au Togo, et on dit Miadogo. Miadogo. Miadogo, ça veut dire on se retrouvera. Miadogo. 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 Mbolo. Balasima. Miadogo. Alors, je vais mettre fin à la vidéo.